À toi, Christian. Bien, ben, je suis très heureux d'être avec vous, même si c'est virtuel et que c'est pas réel. Mais en tous les cas, c'est toujours une joie de pouvoir diffuser des choses que je compile à des personnes qui sont ouvertes, qui sont disponibles pour le changement, pour la conscience, pour la croissance. Et puis surtout des personnes comme vous qui sont dans la bienveillance, qu'ils soient thérapeutes, soit infirmières, médecins, etc., et qui ont le souci de l'autre. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être face à des gens comme vous, dans cette bienveillance, dans cette attention, dans cette ouverture, dans cette curiosité pour un thème qui est très important, et on va le comprendre pourquoi. Eh bien, euh, car c'est une réalité tellement importante, ce stress post-traumatique. Et je remercie toute l'équipe du Maroc d'avoir eu cette bonne idée de me proposer ce thème. Et j'ai jamais vraiment fait de conférences spécifiques sur ce thème. Et, euh, et pourtant, c'est euh, c'est fréquent, c'est très très fréquent. Et ça, ça a vraiment une utilité de pouvoir non seulement en parler, mais également de trouver des issues, des solutions. Comment est-ce que on peut s'occuper de ça de manière efficace, hein. Et soit pour moi, soit pour l'autre, soit pour ma famille, eh bien, à un moment donné, on est face à ce besoin de gérer ce stress. Alors, ça veut dire quoi le stress? Vous le savez sans doute. C'est un mot qui est au départ dans la métallurgie. Et le stress, eh bien, c'était simplement quelque chose qu'on observait, qu'on mesurait concernant l'acier. C'était la résistance de l'acier et des barres d'acier. On mettait une pression sur cette barre d'acier et puis elle réagissait à cette pression. Donc, on parlait de stress, hein, en en appuyant dessus, en la soumettant à des choses comme ça, on la stressait. Et puis après, ce terme a été employé à l'être humain pour parler de cette réaction à des choses imprévues, ingérables, très importantes et qui avaient un impact somatique, physique, neurologique. Et un grand monsieur qui s'appelle Hans Selye, dans les années 1920-1930, je crois, a été un des premiers à étudier le stress euh, et, euh, et étudier l'utilité du stress, la présence du stress, et étudier également l'impact du stress sur le corps. Donc, on est vraiment dans l'origine de la psychosomatique. Certes, Freud s'est intéressé au lien qu'il y avait entre le psychisme et puis la maladie, les symptômes, certaines maladies en tous les cas, mais c'est Hans Selye, Selye, qui lui a donné vraiment ces lettres de noblesse à- au stress et à cette recherche, puisque c'était un médecin endocrinologue, je crois, et qui a beaucoup fait, beaucoup étudié euh, le stress sur l'axe qui allait du cerveau, l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes cortico-surrénales. Et il observait bien que quand les gens avaient des stress, on va définir cela, quand ils avaient du stress, ils avaient des perturbations hormonales. Et quand ils avaient des perturbations hormonales, après, ils avaient des maladies, ils avaient des troubles de l'émotion, ils avaient des troubles du sommeil. Donc, tout ça a commencé à être étudié par ce grand monsieur et qui a écrit beaucoup de livres et qui a été très, très loin sur le sujet. Donc, Freud lui rêvait déjà à la fin de sa vie, Simon Freud rêvait de faire le lien entre le psychologique et le biologique. Ça a été un peu ça son testament quand il a dit, euh, je souhaite que la prochaine génération soit celle qui fera le lien entre la psychologie et la biologie. Donc, Sellier, comme un médecin, lui a avancé là-dessus, et le docteur Hammer, et le décodage biologique, et bien d'autres aussi ont eu cette curiosité, cette intelligence, cette évidence de, de voir tout cela. Donc, le stress, est quelque chose de naturel, de banal, et je dirais même d'indispensable.
Si on n'est pas stressé le matin, ben on reste dans le lit et puis on est totalement inefficace et puis on va pas aller au travail pour les uns, on n'ira pas à l'école pour les autres, on préparera pas la maison pour les troisièmes, etc. Donc le stress fait partie inhérente de la vie et du quotidien, de l'animal, de l'être humain. Il faut être stressé. Et d'ailleurs, pas mal d'êtres humains cherchent le stress à travers des aventures, des vacances, à travers des sports extrêmes, à travers des métiers, à travers des passe-temps. On va chercher une certaine forme de stress, en tous les cas, à la fête foraine ou à d'autres moments, pour se sentir vivant pour les uns, sentir de l'excitation pour les autres, s'amuser pour les troisièmes, etc. Donc, un certain pourcentage de la population eh bien, aime ce stress et un certain pourcentage d'ailleurs des stress extrêmes. Donc, ça nous plaît, on va aller parfois même au cinéma pour avoir peur. Hein. Donc, on va aller voir pour certains des films d'espionnage, des films d'horreur, ou même des films d'amour dans lesquels on va pleurer. Hein. Donc, on va aller dans ce stress. Mais c'est un stress physiologique, normal, et pourquoi est-ce qu'on parle de stress normal? Parce qu'il y a résolution. Parce qu'il y a résolution. Vous savez, c'est comme dans certaines musiques pathétiques, des musiques symphoniques, dramatiques, et puis à un moment donné, hop, il y a un accord de résolution à la fin de l'œuvre et tout le monde se détend. Ou dans certains films d'aventure, il y a de l'espionnage, il y a des crimes, etc. Et à la fin, tout le monde se détend, eh bien, le gentil gagne et le méchant va en prison. Donc, il y a du stress, on va se stresser, et puis hop, il y a résolution. On passe des examens à l'école, à l'université, on est stressé, hop, et après, il y a résolution. Soit on est dans le succès, on a eu des bons résultats, on a notre diplôme, soit on l'a pas, et puis on va en parler à quelqu'un qui nous remonte le moral, et puis on se réinvestit dans quelque chose d'autre, et hop, on va se remettre en stress, donc sur un autre thème, et qui fait que ça résout le premier, puisque on va poursuivre un autre objectif. Donc, il y a ce stress qui est nécessaire pour se lever le matin, pour avoir des projets, pour travailler, pour aller chasser le gibier pour l'homme préhistorique, pour fonder une famille, le stress de l'enfantement, hein, de la femme qui va accoucher, eh bien, c'est du stress hein, pour donner la vie. Donc, construire une maison et tant d'autres choses, ou bien un projet d'écrire un livre, ou de faire ceci, ou de faire cela, ou de faire un jardin. Donc, il y a un stress, et puis qui permet l'action, hein, qui permet la concrétisation, et qui permet ensuite la résolution. Et là, il y a une détente. Hein, donc, c'est le mouvement tout à fait normal et nécessaire pour ce qui est vivant. Hein. Je parlais des animaux, on pourrait parler des végétaux qui sont stressés par rapport à l'envahisseur, aux insectes, au climat, au froid, au chaud, etc. Ils ont un stress climatique et puis avec les insectes. Et puis ces arbres, eh bien, ils vont fabriquer comment dire, euh, des choses, des substances sur leur écorce qui vont repousser les prédateurs, les insectes. Les arbres vont communiquer par leurs racines à travers des champignons ou des réseaux du mycélium. Les champignons vont communiquer. Hein, l'arbre le plus stressé dit, voilà, moi je suis attaqué par tel insecte qui me mange, et hop, eh bien, l'information va aller d'un arbre à l'autre à travers des hormones, des parfums, et ce stress va permettre aux autres d'être informés et de se fabriquer des substances qui vont neutraliser eh bien, le prédateur. Donc, il y a agression, il y a stress, il y a communication, il y a réaction et il y a adaptation. C'est ça la vie. C'est ça la vie en gros, puisque la vie, c'est le changement. Hein. Tantôt il fait froid, tantôt il fait chaud, tantôt il y a des catastrophes naturelles, vous le savez malheureusement, des catastrophes humaines à travers la guerre, nous le savons tous. Donc il y a des imprévus, hein, désagréables, horribles, innommables, etc. Et donc on va chercher à résoudre cela par la solidarité, par l'amour, par l'écoute, par la présence, par la confiance aussi.
spirituelle, et par des solutions matérielles, etc. Et là, il y a apprentissage, et puis comme ça, on va pouvoir surmonter cela la prochaine fois, hein. Donc, agression, réaction, communication, hein, résolution, apprentissage. Donc, le stress post-traumatique, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Puisque ce stress dont je parle, tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé, tout le monde connaît cela avec une intensité plus ou moins importante. Mais donc, une vie sans stress, cela n'existe pas, hein. Le stress est donc présent puisqu'il y a toujours du changement et qu'on doit s'adapter à ce changement pour évoluer. Donc, ceci étant dit, eh bien, quelle est la définition du stress pathologique, en quelque sorte? Eh bien, du stress post-traumatique, hein. Il peut s'agir d'un traumatisme physique, hein, dans des catastrophes telles qu'il y a eu récemment au Maroc. Donc, il y a des stress, hein, qui peuvent être climatiques, qui peuvent être dus à telle et telle chose. Donc, il y a des stress émotionnels, des stress climatiques, des stress matériels, et ça devient pathologique puisque je n'arrive pas à résoudre cela. Il y a des personnes qui vont vivre des catastrophes, on le sait, et qui ont vraiment une résilience. C'est un mot qui est un petit peu à la mode depuis une vingtaine d'années. Donc, résilience, qui ont une capacité de s'adapter qui est assez exceptionnelle, ont vécu des choses terribles, des guerres, des violences, euh, des incestes, et ainsi de suite, et qui finalement ne sont pas traumatisés, ou pas tant que ça, malgré toute l'horreur qu'ils ont pu subir a priori. Et donc, ils sont résilients, ils s'adaptent à cela. Donc, ils n'ont pas de stress à proprement parler post-traumatique. Donc, ils résolvent la chose à leur façon. Ils résolvent, hein. Mais ben, la plupart des gens, bien, ils sont dans le stress post-traumatique car ils n'ont pas réussi à le résoudre, eux, dans leur propre système de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est une solution pour l'un n'est pas une solution pour l'autre, hein. Certains a vécu de la violence, il va en écrire un livre, il va en faire une chanson, et il va se sentir libéré grâce à la production artistique. Mais un autre, il aura beau écrire son traumatisme, eh bien ça ne changera rien, il pourra le mettre en chanson, ça ne servira à rien, il pourra hurler pendant des nuits et des jours, ça ne changera rien. Donc, ce qui est une solution pour l'un n'est pas une solution pour l'autre, comme la logothérapie, puisqu'il y a un homme génial, un psychiatre, qui a subi les camps de la mort, hein, à l'époque de euh, l'Allemagne nazie, et qui a été dans de ce traumatisme psychologique et physique, émotionnel, extrême, qui étaient les camps de concentration, avec plusieurs fois la mort qui le côtoyait à travers donc des amis chers, de la famille qui mouraient sous ses yeux, et lui-même a échappé plusieurs fois à cela. Et donc, ce psychiatre faisait parler les prisonniers qui étaient là, les déportés, puis lui-même, il parlait de lui, et il a survécu à la guerre, et puis d'autres personnes grâce à lui. Alors, il a inventé je crois que c'est Viktor Frankl, si je ne me trompe pas son nom. Et donc, il a inventé la logothérapie, donc la parole. La logo, c'est la parole. Et il a pu aider assez beaucoup de gens, hein, dans une parole qui n'est pas celle du psychanalyste, mais vraiment une parole émotionnelle, une parole du vécu intérieur. Et pour certaines personnes, ça a été efficace, pour d'autres, non. Ça veut dire que il y a un traumatisme, et je ne sais pas réagir, je ne sais pas trouver de solution à cela. Et donc, je rentre dans ce stress post-traumatique, et plus le temps passe, plus ce stress augmente, puisque il reste à l'intérieur du corps psychique, du corps physique, du corps mental, et s'il ne sort pas, la métaphore est la suivante. S'il y a un petit village, et puis il y a des chiens complètement fous qui rentrent dans ce village, et complètement terrifiants, affamés, des chiens sauvages. Et puis, ils rentrent dans une maison qui a une grande porte et une grande ouverture.
Et cette maison, eh bien, le chien, il rentre à l'intérieur, mais il y a aussi une grande porte de l'autre côté, une porte de sortie en quelque sorte de cette demeure. Donc, il rentre dedans, il ressort aussitôt. Donc, il casse rien. Par contre, il y a une autre maison, eh bien, il faut pousser la porte. Et une fois qu'on est à l'intérieur, la porte se ferme, elle se verrouille. Et donc, le chien, il rentre à l'intérieur. Et puis, il essaye de sortir, il est fou, il casse tout à l'intérieur, il retourne les meubles, il déchire tous les vêtements et ainsi de suite, parce qu'il ne peut pas sortir. Cette violence est rentrée à l'intérieur sans pouvoir être exprimée et extériorisée. Et c'est ça la métaphore, c'est que quand on vit un trauma, eh bien, c'est une violence qui rentre à l'intérieur du corps psychique, physique et du corps émotionnel, mais qui n'a pas de porte de sortie. Et c'est ça le problème. Si j'ai la porte de sortie musculaire, je fais quelque chose, intellectuel, spirituel, oral, je parle, hein, donc je prie, hein, cette porte mystique, eh bien, si ça sort totalement, hein, c'est-à-dire on n'est pas dans un déni, hein, parce qu'il y a expression et il y a expression. Parfois, on a ce traumatisme en nous et puis on va dire, oh, c'est pas grave, finalement, il y a plus malheureux que moi, et puis il faut pardonner, etc. Mais on est rongé à l'intérieur. Et dans ma métaphore, eh bien, c'est comme si ce chien fou est toujours à l'intérieur en train de faire des ravages. Et, mais ce qui sort, eh bien, est complètement étanche par rapport à ce drame hermétique caché au fond de moi-même. Donc, il y a une expression de théâtre, en quelque sorte, et puis une expression sincère. Il est évident qu'on va chercher cette expression sincère. Donc, dans le stress post-traumatique, eh bien, le fait que ça ne sort pas, que la vérité, ma vérité émotionnelle, mon vécu, qui est injustifiable, je n'ai pas besoin de justifier mes peurs, ma colère, ma tristesse, mon angoisse, mes dévalorisations. Une émotion est toujours, par définition, injustifiable. On n'a pas besoin de justifier. L'enfant rentre à la maison, il pleure parce qu'il a une mauvaise note. À l'école, il pleure parce que le papa l'a grondé, il pleure parce que on se moque de lui à l'école, il pleure pour X raisons. Eh bien, il y a pas à justifier, il n'y a pas à lui demander de justifier, il n'y a pas à juger une émotion. On n'est pas dans cet espace-là. Hein. L'émotion n'est jamais dans un espace de la rationalité. Une émotion n'est jamais dans cette logique-là. Hein. Elle n'est pas négociable, elle n'est pas marchandable, elle n'est pas justifiable. Non, ça, non. C'est quelqu'un est triste, il est triste. Et la poupée est cassée. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une poupée, je t'en rachèterai une. Non, 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 c'est pas la même. Non, non, non. Vraiment, c'est la fin du monde pour moi. C'est terrible. Mais non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à dire c'est pas grave, hein, chez l'autre. Hein, parce que ce qui est pas grave pour toi est grave pour l'autre, mais ce qui est grave pour toi n'est pas grave chez l'autre. Hein. On est tous uniques et différents dans notre fragilité, dans notre sensibilité, dans notre vulnérabilité et dans notre grandeur, dans notre grandeur. C'est-à-dire notre vulnérabilité n'est pas notre petitesse. Loin s'en faut. Loin s'en faut. On est dans un monde fou et qui croit qu'on est grand parce qu'on n'a pas d'émotion, parce qu'on a tout réglé, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des diplômes, parce qu'on pleure jamais. Et tout ça, c'est c'est- c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Tout ça, c'est des fables, c'est des fadaises, c'est du leurre, c'est du mensonge, c'est du mensonge émotionnel. Non, on est grand parce qu'on va dans notre petitesse. On est grand parce qu'on va dans notre petitesse. Et on est petit quand on refuse d'aller dans cette petitesse et qu'on est dans une grandeur d'apparat, une grandeur de théâtre, d'illusion, de personnage. Et ça, c'est pas très intéressant. En réalité, ça ne construit rien, hein, ni pour soi, ni pour l'autre. Au contraire, il s'agit d'aller dans notre fragilité, dans notre vulnérabilité, et là, on est dans notre vérité. Et à ce moment-là, eh bien, ce stress injustifiable, injustifié, il est là, voilà, je suis triste, ma petite voiture est cassée, je suis triste, voilà, on a se passé telle et telle chose dans mon quartier, je me suis fâché avec le voisin, avec ma femme, avec ceci, avec cela, et je suis malheureux, et j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin qu'on m'infantilise à travers des conseils, j'ai pas besoin qu'on me dévalorise
avec des conseils. Hein. Puisque le conseil, eh bien, lorsqu'il lorsqu'il est trop tôt donné, eh bien, par l'autre, ça veut dire que l'autre est plus intelligent, l'autre est plus sage, l'autre a des réponses, l'autre a des solutions. Non, 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 on ne donne pas de conseils. On va écouter, accueillir, et c'est ça qui va libérer tout ce stress. Cette énergie, une fois qu'elle est dehors, elle n'est plus dedans. Mais pour le sortir, ce stress, eh bien, faut encore qu'il y ait quelqu'un disponible à cela, hein. Un professionnel ou bien un ami, un proche, quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans le conseil, hein, qui n'est pas dans l'évaluation, qui n'est pas dans la censure, qui n'est pas dans le rejet, dans toutes ces choses-là, mais qui est dans la relation. Et pour être dans la relation avec quelqu'un qui est dans ce stress post-traumatique, dans cette émotion difficile, eh bien, pour pouvoir l'écouter, l'accueillir, eh bien, c'est de reconnaître c'est soi-même déjà notre fragilité. Je ne peux être présent à la fragilité de l'autre, à la vulnérabilité de l'autre, que si je reconnais et je valorise ma propre vulnérabilité, ma propre fragilité. Hein, si je connais l'or, la valeur, le prix hein, de cette fragilité qui me rend vivant. Et je me rappelle d'un extrait d'un livre de Dostoïevski, ce grand écrivain russe extraordinaire. Et puis, c'est l'histoire d'un général et qui est là avec son aide de camp. Et l'aide de camp a passé sa vie avec ce général qui a dû prendre des décisions difficiles. Et puis, qui commande l'armée, qui commande tout le temps, et qui est un homme patriote en même temps. Il croit servir une bonne cause. Il donne des ordres toute la journée. Et puis, un jour, il est appelé d'urgence à rejoindre sa famille. Et il retourne chez lui avec son aide de camp. Et puis, quand il arrive au domicile, eh bien, on- on lui donne la raison de l'urgence, c'est que sa femme est gravement malade. Et alors, il aime son épouse et il va dans la chambre, il se jette sur le sol, il se met à genoux devant sa femme au pied du lit, et puis il saisit les mains de sa femme. Et son aide de camp, qui n'a vu que le général debout ou à cheval, jamais il a vu le général à genoux devant quelqu'un, même devant sa femme, évidemment. Et l'aide de camp, à cet instant-là, est bouleversé face à ce général qui devient vulnérable, qui devient sensible, qui devient fragile, qui devient vrai. Et l'aide de camp, à ce moment-là, dit au général, eh bien, général, là, aujourd'hui, en cet instant, je peux vous dire que je ne vous ai jamais vu aussi grand que là, maintenant. Je ne vous ai jamais vu aussi grand. Je vous ai vu diriger des guerres, affronter des choses terribles, mais là, vous êtes plus grand que jamais. Hein. Et donc, il s'agit bien sûr d'une grandeur intérieure, nous l'avons compris. Et c'est de cette grandeur intérieure qui manque cruellement à l'humanité parfois et qui a besoin d'être valorisée, d'être autorisée pour que ce stress post-traumatique ne dure pas. Car le drame, c'est la durée. Le drame, c'est la durée. Que quelqu'un ait une dépression qui dure un quart d'heure, que quelqu'un ait un stress post-traumatique qui dure 1 heure, que quelqu'un ait une crise de violence qui dure 30 secondes, ma foi, c'est banal, c'est pas grave. C'est mieux que ça soit dehors plutôt que dedans. Mais le problème, c'est quand cette violence, elle va durer des années, quand cette dépression va durer une vie, quand ce stress post-traumatique va durer des mois et des mois et des mois et des années. Hein, c'est la durée qui est l'essence du problème, la définition du problème. Il n'y a un problème que parce que c'est installé. Quelqu'un qui fait un cancer, quelques cellules, une colonie de cellules cancéreuses qui dure quelques jours, il ne le saura jamais. Et c'est tout le monde.
à un moment ou à un autre, eh bien, fait quelques colonies de cellules cancéreuses euh, dans le foie, dans l'intestin, dans les poumons, etc., etc., sans le savoir, dans la prostate, la thyroïde, dans le sein. Et ça reste là, quiescent, c'est banal. Et on ne le saura jamais, ou peut-être au moment de l'autopsie, on va découvrir bien des cancers du sein, mais cette femme est morte d'autre chose, des cancers de la prostate, mais cet homme est mort d'autre chose. Donc, ça ne dure pas, c'est un stress qui ne dure pas longtemps, hein, ce qui fait que ça reste tout petit. Donc, qu'on fasse un diabète qui dure 1 heure, qu'on fasse une hyperglycémie, c'est pas un diabète, comprenez, hein. Qu'on fasse un urticaire qui dure 30 secondes, on se gratte, c'est pas un urticaire. Donc, c'est un urticaire, c'est un cancer, c'est une sclérose en plaques, hein, parce que ça dure. Ça dure des mois, des années. Et donc, le stress post-traumatique est un drame, est une tragédie, parce qu'elle dure dans le temps. Et quand ça dure dans le temps, eh bien, ça s'amplifie. Comme la métaphore de ce chien fou dans cette maison dans laquelle il est enfermé. Il est enfermé, il ne peut plus sortir de cette maison, eh bien, il devient encore plus fou. Vraiment, il se sent oppressé, emprisonné, asphyxié, étouffé. Donc là, c'est pire que tout. Donc le stress augmente, hein. Tout malheur partagé diminue de moitié, hein. C'est un proverbe scandinave, hein. Tout malheur, tout drame, tout problème partagé diminue de moitié. Bon, on a là la définition de ce qu'est un problème. C'est quelque chose qui n'est pas partagé. Puisque quand c'est pas partagé, nécessairement, bah, ça augmente du double. Et ça continue d'augmenter du double. Et à ce moment-là, eh bien, ça devient un stress qui va se transformer euh, en cauchemar, qui va se transformer en obsession nocturne, qui va se transformer en décharge émotionnelle. Les gens peuvent plus gérer leurs émotions. Ils se mettent à pleurer sans raison, ou à hurler, ou avoir des comportements émotionnels irrationnels, puisque émotion n'est pas raison, et mais euh, parfois hors de propos, hein. Donc le volume de l'émotion est démesuré. Et puis, si jamais quelqu'un regarde un film et puis se, se répand en larmes, hein, en sanglots. Mais bon, c'est juste un film. Ou un enfant, on lui avait promis quelque chose, puis finalement, on dit non, tu n'iras pas jouer. Et puis l'enfant, euh, il, c'est la fin du monde, il veut se jeter par la fenêtre, il est en colère, il veut tout casser, il veut tuer tout le monde dans la maison. Donc, il y a quelque chose de disproportionné. Ok. Hein. Donc, parce que ça s'accumule à l'intérieur. Donc, quand ça s'accumule, quand c'est pas exprimé, ça augmente du double. Ça augmente du double. Tout malheur non partagé augmente du double, hein. Tout malheur partagé diminue de moitié. Ça, c'est un principe. C'est un proverbe tout d'abord, et on pourrait dire une loi comportementale, émotionnelle et psychologique. Donc, on a un événement et puis quelqu'un qui est confronté à cet événement et puis qui n'exprime pas, hein, parce qu'elle n'a pas les mots, elle n'a pas le langage. C'était, c'est impossible, c'était imprévu. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Et puis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai pas de solution. J'ai même pas la solution du langage. Donc à ce moment-là, il y a amplification à l'intérieur. Où est le drame? Où est la catastrophe? Eh bien, elle n'est pas en Palestine ou au Maroc ou à Paris ou ailleurs, ou dans mon petit village ou dans mon couple ou au travail. Non, elle est en moi, hein. Le problème, c'est pas mon enfant qui se drogue, non, c'est en moi, hein. L'enfant qui se drogue, c'est en moi. Les tremblements de terre, ils sont à l'intérieur de moi. Les images du tremblement de terre, le son ou le silence, etc., etc., ou les informations, tout ça est à l'intérieur de moi, hein. Donc, sous forme d'images, par exemple, hein, sous forme de phrases, d'impressions. Et donc, ça cherche à sortir. Ce stress-là cherche toujours à sortir. Toujours, toujours. Ça aussi, c'est une grande loi, un grand principe, hein. Tout ce qui se passe dedans est appelé à sortir, que ça soit biologique. On boit, eh bien, nous allons uriner. On mange, eh bien, on va aller déféquer, hein. On a des émotions, on va pleurer.
hein. Il y a de l'injustice, on va crier, il fait chaud, on va transpirer. Vous comprenez? Il y a impression, expression. Il y a inspiration et expiration. Vous voyez, c'est comme ça. On me dit quelque chose de violent, eh bien, je réagis. OK? Donc, c'est le principe, ça doit sortir. Il y a ce mouvement-là, comme le mouvement des vagues, hein, le sac et le ressac, le mouvement des respirations aussi, inspire, expire. Donc, tout ce qui est rentré doit sortir, hein. Comme l'enfant rentre, eh bien, la graine rentre, l'enfant doit sortir à un moment donné, hein. La déception est rentrée en moi, eh bien, il faut qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Et donc, par où elle sort? Là où elle peut, là où elle peut, hein. Cette histoire, cette émotion, eh bien, elle va sortir sous forme de cauchemar, puisque là, je contrôle pas mes rêves, je contrôle pas mon inconscient, hein. Donc, eh bien, ça sort où ça peut. Donc, voilà, dans le sommeil, ce stress, cet événement tragique sort sous forme de métaphores et de symboles. Et puis, ça sort sous des émotions étranges, bizarres, à temps comme à contre-temps, disproportionnées, comme je viens de le dire. Ça sort sous forme de pensées étranges, de croyances, d'opinions bizarres, qui est je suis méchant, je suis coupable, le monde est injuste, c'est la fin du monde, euh, Dieu ne m'aime pas, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas d'expressions mentales, cognitives, étranges, de croyances limitantes, hein, qui vont être l'expression de ce stress post-traumatique. Hein, ça aussi, ça existe, hein. Et puis des opinions sur soi, c'est je ne vaux pas la peine que l'on m'aime, ou les autres sont dangereux, et ainsi de suite. Donc ce stress se transforme sous forme de pensées, de croyances limitantes, et qui vont agir. Hein, les autres sont dangereux, je deviens paranoïaque. Hein, je suis coupable, et bien là, je commence à me dévaloriser, à ne plus avoir d'auto-estime, vous voyez, à rester chez moi, à pleurer sur mon sort. Donc, ce stress, eh bien, il va aussi s'exprimer dans le corps à travers un système nerveux que les médecins, les gens du médical connaissent à la perfection. C'est le système neurovégétatif. Tout le monde sait eh bien que tous les scientifiques savent qu'il y a ces deux systèmes. Et le docteur Sellier, dont je l'ai parlé en introduction, hein, a fait beaucoup de travail sur ce système neurovégétatif. Car nous avons deux systèmes nerveux. Le premier, cérébrospinal, qui est le système de la vie consciente. Hein, je regarde un ordinateur, j'entends une voix, donc j'ai des informations ainsi auditives, visuelles, sensorielles, conscientes. Ok. Et puis je décide de bouger, de remuer, d'écrire avec un crayon. C'est le mouvement, c'est moteur. Ok. C'est conscient. J'entends, j'écris. Ok. Et il y a un deuxième système très très important, très très important en médecine et en psychologie, et qui fait vraiment la passerelle, le pont euh, que voulait faire Freud entre le psychologique et le biologique, hein, et qui a étudié donc c'est lié, c'est le système neurovégétatif. Donc végétatif, c'est donc notre vie végétale, notre vie inconsciente, automatique. Et nous ne sommes pas conscients et nous ne contrôlons pas les battements de notre cœur. Vous voyez, ça, c'est neurovégétatif, c'est automatique, c'est inconscient. Nous ne contrôlons pas la digestion, hein. C'est pas nous qui disons à notre estomac eh bien, de fabriquer de l'acide chlorhydrique, évidemment. Euh, c'est neurovégétatif, cela se fait, hein, la respiration, la circulation, la production des hormones, etc., etc. Donc, c'est notre vie neurovégétative. Et c'est parfait, c'est très bien comme ça. Et ce système-là, neurovégétatif, est lui-même subdivisé en deux systèmes nerveux. Le système nerveux de stress, orthosympathique, système orthosympathique, on entend donc SOS, système orthosympathique, et puis le système parasympathique, donc vague, système de récupération, de régénération, de retour à la normale et de guérison. Donc, on voit que notre corps lui-même a inclus dès les premiers principes de la vie le stress.
le stress. Cela est inscrit dans notre fonctionnement. Et plus que ça, il est aussi présent dans le système hormonal. Tout le monde connaît les hormones que sont l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, hein, qui sont donc des hormones de stress. Hein. Si quelqu'un, on lui fait des injections d'adrénaline, il ne va pas dormir. Hein. On parle des sports où on fait monter l'adrénaline, vous voyez, c'est le stress. Donc notre corps, sous forme hormonale et neurologique, et les médiateurs chimiques, évidemment, eh bien, inclut le principe même de stress. Donc, il, euh, il a ce stress-là qui est programmé, qui est prévu, a un impact sur toutes les cellules dans notre corps, toutes les cellules. Voyez. Hein, donc, on est stressé, hop, vasoconstriction. Ça veut dire que le sang, il quitte les vaisseaux sanguins de la peau, il va vers l'intérieur. Donc, on a froid. On a du stress, on a une boule à la gorge, on tremble, on a la bouche sèche, on commence à, à transpirer pour certains, etc., etc. Donc, ce système orthosympathique ou sympathique va avoir un impact sur l'estomac, hein, sur la sécrétion, par exemple, sur l'iris des yeux, mydriase, etc., etc. Donc, chaque organe, eh bien, réagit au stress de façon utile, c'est-à-dire le cœur s'accélère, les bronches se dilatent. Hein. Donc, on a une acuité, une plus grande, une meilleure audition, une meilleure vision, une meilleure acuité. Donc, on est plus vigilant. Pourquoi? Parce qu'on est stressé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à régler. Donc, on augmente nos capacités intellectuelles, nos capacités de réaction. Et on arrête notre digestion, on arrête notre sexualité. Ça, c'est du luxe. Il faut trouver une solution. On est donc stressé et c'est utile. Hein, le corps nous stresse avec le cortisol et c'est utile. Il faut résoudre. Il faut résoudre. Voyez? Donc, dès qu'il y a le stress, le corps le sait immédiatement. Et donc, il y a les cauchemars, je l'ai dit, il y a le cognitif, avec des pensées, des- avec des pensées bizarres. Et puis, il y a le corporel. Hein. Donc, Freud parle de la conversion psychosomatique. Selye parle du stress et de l'axe hypothalamo-hypophysaire euh, cortisol, corticosurrénal. Hammer va parler du conflit biologique et d'autres encore. Très, très nombreux parlent de ça dans de très, très nombreuses évidences, de très, très nombreuses approches. Donc, arrive donc le stress dans le corps et avec des problèmes donc physiques. Donc le stress se convertit en maladie fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est la fonction qui est atteinte. Vous voyez, il peut y avoir de la surdité, des acouphènes, l'estomac eh bien, arrête ou au contraire produit plus d'acide chlorhydrique. Hein, la fonction change. Et puis après apparaissent les maladies organiques. C'est-à-dire, c'est l'organe qui se métamorphose, c'est-à-dire, il y a une tumeur, il y a un ulcère, il y a un cancer, hein. Il y a quelque chose qui se transforme dans la matière. Donc, le stress ne sort pas, donc il est dans le corps. Il est dans le corps, donc il fait des dégâts dans le corps. Il fait encore des dégâts dans le corps, et de plus en plus, et ça donne une hypersensibilité, une fragilité. Hein. Vraiment, c'est une maladie, c'est un syndrome vraiment actuel, l'hypersensibilité. Il faut vraiment euh, prendre en compte cela, il faut vraiment le prendre au sérieux, cette hypersensibilité qui touche beaucoup de personnes, puisque on est bombardé d'informations hein, par les médias, la télé, Internet, etc., etc. Donc on est bombardé d'informations, on est passif. Hein, on est récepteur, 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 vous voyez, hein, comme les télévisions, comme l'ordinateur, donc ils reçoivent des messages, et puis on n'est pas, ou peu, ou trop peu émetteur. Hein, on subit toutes ces informations, ce stress, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, rien. La plupart du temps, on n'en fait rien. On est là, on arrive un peu à parler des événements, mais on ne parle pas de soi. On parle pas de soi. Et c'est ça, la catastrophe monumentale et le message du décodage biologique, c'est de revenir à soi.
à notre fragilité, à notre émotion euh, réelle, profonde, sincère, honnête. Hein, revenir à cette honnêteté vis-à-vis de soi-même. J'ai vécu telle chose, des milliers de jours. De gens ont vécu cette histoire de Covid, de vaccination, de la guerre en Ukraine, maintenant à- dans la bande de Gaza, demain, on ne sait pas où est-ce que ça sera, etc. Donc, tout le monde subit ces informations, mais ou plus proche de nous. Enfin, il y a donc le Maroc, évidemment, ou dans le quartier, dans la maison, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui est en panne, je perds mon travail, ou d'autres choses. Et voilà, quelque chose se passe, mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien, si j'en fais rien, il va y avoir les langages. Il va y avoir les langages dont je viens de parler. Hein, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, les troubles fonctionnels, et puis les troubles organiques. Voilà. Hein, ça va s'exprimer jusqu'à la mort, jusqu'au handicap, hein, jusqu'à disparaître totalement, parce que j'ai pas su recycler cela. Hein, j'ai pas su résoudre cela. Souvenez-vous, il y a la définition du stress, c'est qu'il n'y a pas eu de résolution. Le stress est normal, il n'est pas résolu. Eh bien là, à ce moment-là, il reste à l'intérieur et là, il fait des dégâts. Il fait des dégâts de manière très précise, très ciblée. Il fait des dégâts en fonction de qui nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que un même stress post-traumatique, une même catastrophe, hein, telle que celle euh, tragique dont je viens de- de parler, hein, les exemples malheureux que je viens de prononcer là, Tin, eh bien, va donner, va donner des, allez, va donner des réactions différentes d'une personne à l'autre. Vous voyez? Hein. Le même événement, un licenciement, la guerre, une catastrophe, eh bien, chez une personne, ce stress va se transformer en cauchemar. Chez c'est que une c'est autre, fini de pas. chez une autre personne, eh bien, ça va devenir un cancer. Chez une autre personne, eh bien, ça va donner un ulcère à l'estomac. Chez une autre, elle va perdre ses cheveux, hein, etc. Je me rappelle d'une d'une femme comme ça, qui était étudiante en médecine, et puis des autres étudiants euh, en médecine, c'était des jeunes étudiants stupides, et puis ils veulent faire une très mauvaise blague à cette étudiante en médecine, donc il y avait une femme qui était morte en salle d'opération, et alors qu'on l'amputait d'une jambe, elle était décédée. Alors les étudiants, pour faire une blague, eh bien, ont mis la jambe du cadavre dans le lit de cette étudiante en médecine, et pendant qu'elle était absente. Eh bien, cette femme, cette étudiante en médecine est rentrée dans sa chambre, et puis là, ça a été l'horreur pour elle. Et tous ses cheveux sont devenus blancs dans la nuit. Dans la nuit. Et puis après, elle a eu quelques troubles du comportement. Donc, mais au niveau physique, vous voyez, elle, ça a été les cheveux. Une autre, elle aurait vu ça, elle serait devenue peut-être totalement folle. Une autre, je sais pas, ce qu'elle aurait pu devenir aveugle. C'est insupportable à voir, par exemple. Donc, notre histoire, hein, le terrain, notre sensibilité, eh bien, va accueillir ce stress post-traumatique. Et c'est ça qui est important de comprendre. Hein. C'est que nous sommes tous uniques et c'est pour ça que, certes, l'acupuncture existe, mais celui qui reçoit les aiguilles d'acupuncture est plus important que les aiguilles. C'est-à-dire 20 personnes ont un rhumatisme et vont voir le même acupuncteur, et s'il met les aiguilles aux mêmes endroits, chez ces 20 personnes, eh bien, il y aura des réactions différentes d'une personne à l'autre. Car c'est celui qui reçoit les aiguilles qui est importante. C'est celui qui reçoit la naturopathie qui est importante, ou le remède homéopathique, ou la cortisone, ou l'antibiotique, hein, puisque à maladie égale, eh bien, des antibiotiques vont marcher chez une personne et ne marcheront pas ou moins bien chez l'autre, ou donneront des allergies, par exemple. Parce que c'est le terrain qui évidemment donc nous intéresse et c'est le terrain qui fait toute la différence
évidemment d'une personne à l'autre. Et donc, il faut tenir compte du terrain, en médecine, en psychologie et en psychothérapie, évidemment. Et c'est le terrain qui reçoit la mauvaise nouvelle, qui regarde la télévision et qui voit le- l'insupportable, l'insupportable, le scandale. Donc, et ce terrain-là, eh bien, c'est l'histoire personnelle, transgénérationnelle, et qui fait que face à la même mauvaise nouvelle, eh bien, l'un va le somatiser dans les yeux, d'autres dans l'estomac, d'autres dans la vessie, d'autres nulle part. Et donc, en fonction de codes biologiques. Hein, c'est ça qui nous intéresse dans l'école de codage biologique des maladies, eh bien, c'est d'apprendre cela, hein, de transmettre les codes biologiques pour chaque maladie. Le code biologique de l'estomac, c'est inacceptable, insupportable. Je ne peux pas supporter euh, qui, qui vient du monde extérieur. Donc, si c'est l'eczéma, c'est un conflit de séparation. Hein. Si c'est un problème de cerveau, eh bien, ça va être, je cherche une solution avec ma pensée, une solution impossible. Je refuse la frustration. Donc, il faut trouver une solution. Il faut réfléchir à 2000% et pouvoir mettre 2 litres d'eau dans une bouteille d'un litre. Il faut être à deux endroits à la fois, etc. Si c'est des problèmes osseux, c'est des dévalorisations. Si c'est le cartilage, dévalorisation en lien avec le mouvement, etc., etc. Donc, chaque maladie a son code biologique. Et ce qui fait que quand il y a ce trauma et qui devient un stress et qui n'est pas exprimé, eh bien, il cherche une porte de sortie, eh bien, à part les cauchemars, ça c'est universel, à part les croyances limitantes également, hein, qui vont être propres aussi à chaque culture, eh bien, il y a les maladies en fonction, eh bien, de l'histoire de quelqu'un. Et avec cette incapacité à savoir qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens. Et ma vie, hein, mon combat, ma lutte, c'est vraiment pouvoir éduquer, hein, euh, bien chacune et chacun d'entre nous, et puis à travers nous-mêmes, eh bien, les êtres qui nous sont chers, hein, notre famille, les enfants, les parents, les frères et sœurs, et puis le quartier, et puis les patients, les gens que nous côtoyons, pour réhabiliter, donner des lettres de noblesse, revaloriser les émotions, les émotions, l'expression des émotions. Vraiment, ne pas avoir honte ou peur de dire ce que l'on ressent, parce que une fois que l'émotion est sortie, une fois qu'elle est partagée, celle du traumatisme, eh bien, ce traumatisme, eh bien, il n'est plus à l'intérieur. Hein. L'événement est là, mais il est de moins en moins traumatisant. Hein. Certes, on a vu euh, un accident de voiture, on a vu mourir un être cher, etc. Donc ça, le souvenir, il est là. Mais la charge émotionnelle, eh bien, est partie à l'extérieur, puisque l'émotion a un cycle, comme la respiration. J'inspire, je souffle, j'expire, je vois des images, hein, je reçois ce stress et je rends ce stress à l'extérieur, hein, comme le fruit qui tombe de l'arbre et qui n'est pas consommé et qui pourrit et qui se transforme en terre et qui, l'année d'après, va alimenter à nouveau cet arbre pour qu'il fasse des jolis fruits qui seront ainsi consommés. Hein. Donc, il s'agit de réhabiliter voilà, l'expression de cette douleur-là à propos du trauma. C'est pas le trauma en réalité, c'est pas l'événement en réalité qui est important. Ce n'est pas l'événement extérieur qui m'intéresse. C'est l'événement intérieur qui m'intéresse et ce n'est que lui. Hein. Ce n'est que cet événement intérieur. Et celui de Rachid est différent de celui de Mohamed ou d'Abdoul ou de Jean-François ou de Sarah, de Lamia, de Had, etc. L'événement intérieur, c'est celui de Mohamed ou de Rachid ou Karim ou de moi-même. C'est l'événement intérieur, c'est ce qu'il y a en toi. L'événement extérieur, c'est ce qu'on voit à la télévision, c'est ce que tout le monde voit. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais quel est l'événement intérieur? Qu'est-ce que tu as fait de cela? Parce que je vois telle chose, cela se transforme en intériorité, cela se transforme en émotion, cela se transforme en pensée, hein, de cauchemar intérieur, hein, en disant, mais c'est une catastrophe, le monde est injuste, je suis en danger, c'est de ma faute.
C'est ça l'événement intérieur. C'est toutes ces espèces de pensées toxiques. Hein. Ça s'appelle un événement intérieur. Et cette douleur, hein, cette honte, cette rage, c'est ça l'événement intérieur. Ce sont donc mes pensées et mes émotions. Et qui deviennent de la matière, hein, qui deviennent une tension dans le corps, hein, qui deviennent une incapacité interne, hein, qui devient une stérilité, qui devient une tumeur, hein, un polype dans la vessie, une cystite, etc. Hein. Cela passe à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui a un stress post-traumatique est en auto-hypnose. Elle est en auto-hypnose. C'est-à-dire, elle est comme fascinée, en quelque sorte, eh bien, par la violence du trauma. Elle assiste à un crime il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, ou bien c'était l'arrière-grand-père. Eh bien, cette histoire-là, elle obsède, elle fascine. C'est un polluant. Vous voyez, comme le 11 septembre 2001, certains ici s'en souviennent, hein, des tours jumelles. C'était il y avait une fascination, on regardait les images en boucle, c'était horrible, mais on ne parlait que de ça. On ne parlait que de ça. Où je suis allé à Mexico après les catastrophes qu'il y a eu, les tremblements de terre et qui ont créé des morts et des destructions, etc. Les gens, ils parlaient de ça. Il y avait une fascination, une obsession, une auto-hypnose. Ils avaient besoin de parler de ça, hein, pour se libérer de quelque chose. Sauf qu'ils ne se libéraient pas tant qu'ils parlaient de l'événement extérieur. Quand je parle de l'événement extérieur, ça sert à rien. Ah, t'as vu, la tour, elle est rentrée, t'as vu ceci, cela, les gens se jetaient par la fenêtre, etc. Oui, mais ça, c'est l'événement extérieur. Ah, puis j'ai vu une voiture qui a eu un accident, j'ai vu, voilà, les gens, ils ont brûlé à l'intérieur. Oui, mais et alors? Et alors? Ça, c'est l'événement extérieur. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Sois vrai, sois sincère. C'est quoi ton événement intérieur à toi, hein? Celui que tu caches à toi-même, celui que tu caches à toi-même. Regardez parfois une image noble, supérieure, mais en réalité, il n'y a rien de supérieur à vouloir contrôler, hein, à vouloir contrôler nos émotions. Hein. Donc, il s'agit de revenir comme un, comme un enfant. L'enfant ne contrôle pas. Je veux dire, le nouveau-né, nourrisson, le jeune enfant, il a mal, il crie, il est triste, il pleure. Vous voyez, voilà. C'est pas compliqué, un enfant, c'est pas compliqué. Hein, il se sent seul, il a besoin que maman s'occupe de lui, que papa vienne jouer avec lui, voilà. C'est simple, c'est simple. Puis là, il est triste, voilà, il boude dans un coin, il pleure, il exprime, il le dit, vous voyez. Donc, il s'agit de retourner à cette simplicité. Pourquoi? Parce que c'est rapide. Pourquoi? C'est rapide. Depuis 30 ans que je fais de la psychothérapie, eh bien, j'entends ce qui n'a pas été exprimé chez l'enfant. Le patient en face de moi, il a 30 ans, 50 ans, 60 ans, 28 ans, 45 ans. Non, 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 non. Il n'a pas 28 ans, il n'a pas 60 ans, bien sûr que non. C'est l'enfant de 3 ans, de 8 ans, de 15 ans qui est là, dans cet adulte, dans ce vieillard. Et je l'écoute une bonne fois pour toutes. J'écoute de ce qui n'a pas été écouté à 15 ans, à 8 ans, à 3 ans, de ce qui n'a pas intéressé, de ce qui était censuré, ce qui dérangeait l'environnement. On préfère que l'enfant dise: «Ah, ben, je suis content, tout va bien, et vous êtes de très bons parents.» Voilà, voilà, c'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Bien non, mais la réalité n'est pas tous les jours comme ça. Et je me souviens, il y a fort longtemps, un de mes enfants, donc, rentre de l'école. Il pleure, il était là. Bon, je m'approche de lui, je commence à m'approcher de lui, puis sa mère, qui est une excellente mère par ailleurs, lui dit: «Mais bon, ça suffit, tu vas pas pleurer, allez maintenant, tu penses à autre chose et tu viens manger.» C'est une très bonne mère, hein, je veux dire, c'est pas la question sur elle, mais à ce moment-là, je lui dis non. Je lui dis non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Il a besoin de pleurer. Et ça a duré 30 secondes. Oui, à l'école, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Ah oui, oui, oui. Bah, je comprends. Ils t'ont dit ci. Ah bah, c'est pas drôle, hein. Oh là là, je comprends que tu sois triste. Ça alors.
Et c'était fini au bout de 2 minutes maximum, pas 1 heure, pas 2 heures, pas 3 jours. Au bout de quelques minutes, hein, eh bien, il est allé manger, mais libéré, soulagé. Et ça, cet événement-là, il n'est plus dans son corps aujourd'hui. Voyez? Il n'aura pas besoin de travailler en psychothérapie 30 ans plus tard. Parce que ça a été fait, ça a été exprimé, ça a été recyclé, ça a été entendu par l'autre, et puis ça y est, c'est dédramatisé. Et ce n'est pas rendre son enfant narcissique ou égocentrique, au contraire, c'est l'apprendre à se respecter, à respecter ses besoins. Et le besoin le plus fondamental, eh bien, c'est de pouvoir être soi-même dans la relation à l'autre. Si je ne peux pas être moi-même dans la relation à l'autre, de quelle relation parlons-nous? Est-ce qu'on est sur une scène de théâtre? À ce moment-là, je veux bien. On est sur une scène de théâtre et il n'y a que Superman et Batman et Robocop sur sur la scène de théâtre. Ils ont tout réglé, ils sont tout puissants et ils ont des super pouvoirs. Mais bon, c'est juste un fantasme, hein, une illusion. Donc non, on n'est pas des Superman, des Robocop, et tant mieux, on est des êtres humains. Et donc, voilà. Là, c'est une relation, c'est une vraie relation, c'est être vrai dans la relation. Hein, je suis dans une vraie relation parce que je suis vrai dans la relation. Hein, je ne vais pas pleurer avec la boulangère ou l'épicier ou le voisin tous les jours. Il ne s'agit pas de ça. C'est avec un ami, avec un parent, avec quelqu'un qui est là et qui accueille cela simplement. Et c'est quelques minutes. Voilà, quelques minutes de sincérité, d'authenticité, de vérité qui est là. Et puis, c'est simple, c'est très simple. Et c'est ça, une forme de rééducation, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'événement intérieur et non pas l'événement extérieur. L'événement extérieur, bien sûr qu'il est important, bien sûr qu'il est tragique, mais il provoque l'événement intérieur. Et chez certains, comme les résilients, ben, ils provoquent rien. Bon, ils voient des choses terribles, mais bon, c'est OK, tout ça est accueilli, absorbé et recyclé. Hein, donc, c'est ça, cette proposition du décodage biologique, hein, c'est à partir d'un symptôme, hein, quelqu'un a un ulcère à l'estomac, depuis quand? Voilà, ça fait 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? Ben voilà, j'ai assisté à un accident, j'en ai déjà parlé, oui, oui, mais c'est pas l'accident. C'est pas l'accident dont il s'agit de parler ici, hein, mais c'est de vous, c'est de vous. Hein. Ah, ben voilà. Donc, l'ulcère, à ce moment-là, guérit. L'ulcère guérit. La cystite s'arrête. Hein, le- la peau repigmente le vitiligo. Ok. Hein, donc, la douleur disparaît en même temps qu'il y a l'expression du conflit de la douleur. Hein, le squelette recalcifie en même temps qu'il y a l'expression de l'événement intérieur de dévalorisation en lien avec ce rhumatisme. Ok. Hein. Donc c'est ça la proposition à travers l'école, à travers les stages, à travers les ouvrages, à travers la thérapie et puis également la prévention, puisqu'il y a un de mes livres que j'ai coécrit avec Gérard Saxy qui s'appelle Cris et murmures du corps et s'orienter vers la prévention, justement être attentif à l'intérieur de nous à ces événements intérieurs. Et puis, d'autres ouvrages, comme l'encyclopédie des liens maladie-émotion, va permettre de mettre en lumière tous ces codes et d'aller à la racine de toutes les maladies. Et puis, il y a un autre livre qui est là, donc qui est sorti la semaine dernière. Alors, et donc là, c'est comment m'est venue l'idée de la création du décodage biologique. Hein, c'est donc ma vie, mon histoire, à l'intérieur dont je parle de, de mes traumas, hein, et de mon stress post-traumatique. Je parle de moi, de ma vie, et comment m'est venue l'idée de mettre en lien les codes biologiques du docteur Hammer, et puis les protocoles de la PNL, de Milton Erickson, et puis le transgénérationnel, et de créer quelque chose de nouveau, qui est l'écoute du corps et le langage avec le corps, avec les conflits. En tous les cas, merci pour votre attention, pour euh,
votre accueil et votre curiosité. Eh bien, si vous le souhaitez, maintenant, vous pouvez, peut-être, eh bien, poser vos questions et en sorte de répondre. Ou bien, si vous levez la petite main jaune hein, que vous avez en bas de l'écran, vous avez réaction en bas de l'écran. Et si vous cliquez sur réaction, vous avez levé la main. Hein, lever la main. Donc, Christian, oui, juste quelques secondes, s'il te plaît, juste pour annoncer la formation le premier module qui va avoir lieu le premier week-end du mois de décembre, le premier oui, module de la formation en décodage biologique du premier cycle de première année en décodage biologique. Donc, si tu peux en parler un peu. Voilà, et nous invitons les gens à s'inscrire et à réserver. Donc, nous allons à la fois envoyer l'enregistrement de cette vidéo et en même temps, ben, on va avoir un ensemble de documentation pour connaître le décodage biologique et aussi pour les gens qui peuvent être intéressés pour assister, pour suivre la formation de décodage biologique avec ce premier module qui aura lieu à Marrakech. super. Eh ben, ça va être ça va être une expérience pratique avant tout. Donc, j'ai créé le décodage biologique il y a 30 ans. Et puis, maintenant, je suis entouré de professeurs de grande qualité, hein, euh, puisque moi, je suis dans la recherche fondamentale. J'ai été professeur, maintenant, j'arrête d'enseigner, puisqu'il y a des professeurs qui sont compétents. Et l'enseignement est à la fois théorique et pratique. Euh, donc la théorie des codes biologiques, la théorie des phases de maladie, sympathicotonie, vagotonie, euh, et puis d'autres choses également, les quatre étages de la biologie, les microbes, etc. Enfin, il y a tout un volume de théories à adresser à tout public. C'est-à-dire que vous soyez médecin, soyez les bienvenus, soyez infirmière, kiné, ostéo, soyez les bienvenus. Mais si vous n'êtes pas du tout professionnel de la santé, eh bien cela vous sera accessible. Pour une raison très évidente, c'est que on n'a pas besoin d'être érudit en médecine pour être malade et pour pouvoir guérir sa maladie. Hein. Donc, tout malade, même non médecin évidemment, doit pouvoir comprendre euh, le fonctionnement des conflits et de son corps et accéder ainsi à la guérison à travers des protocoles. Donc, une théorie qui est sur la structure des maladies, sur l'origine des maladies, sur le sens des maladies, et puis sur les codes. Donc ça, c'est tout le volume théorique, accessible à tout le monde. Et puis la pratique. Donc les protocoles, et ça c'est la force de l'école, je dirais. Hein. Depuis 30 ans, j'ai inventé autour de 330 protocoles. Hein. Quelques-uns avec Philippe Lévy, quelques-uns avec Jean-Guillaume Sall, et puis beaucoup donc avec ma créativité. Donc c'est des protocoles que vous allez apprendre pendant votre formation parce que c'est bien de se dire, tiens, les maladies viennent d'un conflit programmant personnel, transgénérationnel ou de la vie intra-utérine. Ok, c'est intéressant, c'est bien comme information. Mais comment je fais? C'est bien de dire, tiens, l'eczéma vient d'un conflit de séparation. Et alors, je fais quoi? Maintenant, j'ai retrouvé mon conflit de séparation. Le surpoids vient de l'abandon, de la perte de présence de l'autre. Et alors, je fais quoi? Hein, donc, ces questions, je les ai entendues dès le début, il y a 30 ans, et c'est pour ça que j'ai mis tout mon plaisir, mon art à, à vouloir rendre cela concret et pratique. Hein. Et la PNL m'a beaucoup aidé à ça au début. Donc, à chaque fois que vous allez apprendre de la théorie, vous allez apprendre de la pratique. C'est-à-dire pour pouvoir intégrer votre formation, la vérifier sur vous, mais c'est des protocoles très souples, très respectueux de votre rythme. Et quand on parle d'émotion, eh bien, comment trouver une émotion? C'est quoi une émotion? Hein. Donc, à chaque fois, vous apprendrez donc ces deux choses-là de façon très accessible, je dirais, et de façon très progressive. Le premier module, donc, c'est vraiment les fondamentaux. Hein. Là, on apprend les liens maladie-émotion et surtout la structure de l'émotion, la différence entre une sensation, une émotion, un sentiment, comment les distinguer un ressenti primaire, un ressenti secondaire, euh, comment le vider réellement, hein, le transformer chez le patient, euh, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme cela qui vont être
être transmis et puis en interaction avec vous. Et les protocoles se feront par deux. Il y aura des démonstrations aussi, il y aura des questions-réponses tout du long pour que vous puissiez être pleinement satisfait, quels que soient vos objectifs. Hein. Ça peut être des objectifs de thérapeute, vous voulez des outils pour aider vos patients. Ça peut être des objectifs complètement personnels, vous voulez guérir, comprendre votre santé, ou bien des objectifs pour la prévention ou pour votre famille. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur cette formation. Alors, qui est sur plusieurs week-ends, mais euh, parce que c'est grand, un corps humain, hein, c'est grand, le- le- la biologie, et c'est pour ça qu'on se donne le temps de cette pratique. Donc, j'étais venu l'an dernier à Marrakech déjà, et ça sera un autre professeur. Et à mon avis, même si vous êtes déjà venu, ça pourra être très, très utile de revenir et de réécouter l'enseignement avec un autre professeur, avec d'autres exemples. Il y aura sans doute des aspects théoriques aussi différents. Puisque quand je suis venu, il y avait des éléments du premier module et du deuxième. Donc, certains éléments du premier module que je n'avais pas fait totalement. Donc, si vous êtes déjà venu, je vous encourage à, à revenir. Euh, Puis, c'est loin, des fois, on entend des choses, mais si on ne les pratique pas, on ne va pas les intégrer. Donc, je vous encourage, non seulement vous, mais même les élèves de France ou d'ailleurs, hein, puisque l'école va aussi en Amérique latine. Parfois, les élèves, en venant une deuxième fois, se disent: «Ah, ça, je ne l'avais pas entendu, tu ne l'as pas dit.» C'est parce que l'élève était tellement dans l'émotion, eh bien, qu'il y a des informations comme ça qu'il n'a pas entendu tellement il y avait cette intensité. Hein, donc, si vous êtes déjà venu, vous êtes les bienvenus. Alors, Merci à toi, Christian. Merci. on va regarder les questions, peut-être, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Il y avait une question qui est passée sur la formation au Canada. Et donc la réponse, oui, l'école de biodécodage, la formation est disponible au Canada. Alors, il y a des projets, oui. Alors ça, il faut contacter David. David, c'est bien ça. Il y a besoin d'un nombre minimum donc d'étudiants. Elle avait été reportée, il n'y avait pas suffisamment d'élèves. Mais donc, il faut aller sur le site biodécoupage.com, communiquer avec David Formessence. Et lui, c'est son excellence de répondre à ça. Alors, est-ce que la théorie a été prouvée scientifiquement, demande Medjanid, si je vois bien. Alors, voilà une réponse scientifique donc d'une patiente, hein, qui avait un cancer des os, comme on peut le voir là sur cette image de scintigraphie. Et donc, elle est désespérée, on lui donne que quelques mois à vivre, il n'y a pas de traitement, donc c'était de ça il y a bien il y a 20 ou 30 ans. Hein. Et donc, elle décide de vivre et de se donner toutes les chances de vivre, donc elle cherche d'autres formes de thérapie complémentaires à la médecine, puisque le décodage biologique est complémentaire à la médecine. Le décodage biologique ne remplace pas le travail du médecin, évidemment. Il ne remplace pas. Il potentialise, hein, comme traitement de naturopathie, n'a jamais remplacé la médecine, mais va compléter pour optimiser chez le patient les chances de guérison. Donc, cette femme, elle cherche et puis elle va voir un de mes collègues à Marseille, eh bien, qui trouve les conflits de dévalorisation, puisque le squelette, c'est les dévalorisations profondes. Et elle trouve le trauma, hein, c'est le décès de son mari. Elle se juge coupable de la mort de son mari. Elle dit: «Ah, c'est de ma faute, euh, je me suis mal occupé de lui, je ne l'ai pas écouté, etc.» Et donc, c'est tout à fait subjectif, mais voilà ce qui se passe quand elle apprend sa mort, et qu'elle est au cimetière et tous les jours, elle se culpabilise. Donc, une dévalorisation monstrueuse. Et puis, donc, elle élimine ses émotions, elle les exprime, elle pleure, elle, euh, elle se pardonne, et voilà, eh bien qu'elle n'est pas morte.
quelques années après, et que le squelette va complètement se nettoyer de ces 25 métastases osseuses. Il restera quelques hypercalcifications non cancéreuses, comme on voit sur la côte ici, par exemple. Donc, malheureusement, je n'ai pas énormément euh, de matériel parce que je ne suis pas médecin, parce que je n'ai pas de service hospitalier, je n'ai pas de laboratoire de recherche non plus, ou d'équipe de recherche. Pour faire de la recherche fondamentale, ce n'est pas un être humain. Pour les prix Nobel de médecine ou autres, c'est des équipes, évidemment, et des années de travail. Donc, je vous montre cette scintigraphie puisqu'elle est suffisamment parlante. Et puis, depuis 30 ans, je peux citer de nombreuses guérisons, mais j'aimerais un jour, effectivement, qu'il y ait cette preuve scientifique. Alors, j'avais commencé quelque chose avec la Russie il y a 2 ans, avec toute une unité de recherche, avec des patients qui se prêtaient volontairement, euh, qui avaient un diagnostic avant, on faisait le décodage biologique, et puis après, on refaisait des examens. Mais les événements, bien sûr, ont annulé tous ces projets scientifiques. Alors, Karima, le cartilage, donc, sert à la flûte. Quel est le décodage du cartilage, me demande Karima. Donc, le cartilage, eh bien, c'est un tissu qui est le squelette et particulièrement sur la tête osseuse et particulièrement lorsque deux os sont en contact l'un avec l'autre. Donc, dans l'articulation, deux os se rencontrent et ils vont jouer l'un sur l'autre. Et donc, il y a un cartilage, donc c'est une substance glissante, qui est blanche, bleutée, luisante, et qui permet la fluidité du geste. C'est ça son sens biologique, sa fonction biologique. Et c'est à partir du sens biologique eh bien, qu'on va en déduire le code biologique. La peau sert à toucher, donc eczéma, conflit de séparation. Là, il s'agit du geste, donc ça va être une dévalorisation par rapport au geste. Je me souviens d'une patiente qui a guéri en une séance et qui avait, qui avait 30 ans et un- un rhumatisme des doigts. Et elle était secrétaire, traductrice, et son patron la dévalorise et dit, vous travaillez lentement et mal. Et donc, elle se dévalorise sur ses mains. Donc, je voudrais que mes doigts soient plus rapides et plus de valeur, soient plus performants, soient plus excellents. Donc, elle a une grosse dévalorisation sur les doigts. Et quelques temps plus tard, une amie lui dit, le patron est content de toi, mais il te critique pour pas t'augmenter. Et donc là, elle se revalorise. Et à ce moment-là, elle fait une inflammation des doigts, une inflammation de réparation, et ensuite elle a guéri. Donc, on va s'intéresser au tissu, le cartilage, et à la localisation. Si on est sur les doigts, c'est la dextérité. Alors, question de Nathalie. Bonsoir. Si une personne écoute une musique et que cela génère des larmes de tristesse à chaque fois, cela signifie que cela draine des émotions qui sont déjà dans le corps, ou est-ce possible que ce soit juste l'écoute de la musique qui génère des émotions qui n'existeraient donc pas au préalable en nous? Ma réponse est claire et nette, c'est que le monde extérieur n'existe pas. C'est-à-dire que le monde intérieur fait tout. C'est pas la musique que j'entends, c'est ce que je mets dans la musique, c'est ce que me rappelle la musique. Si c'est la musique qui me fait pleurer et non pas mes émotions, eh bien, cette musique doit faire pleurer absolument 8 milliards d'êtres humains quand ils vont l'écouter. Bien sûr que non. Donc, quelle est la différence entre deux êtres humains? Ce ne sont pas les oreilles, on a tous des oreilles. C'est pas le tympan, on a tous le même tympan, l'oreille interne. Eh bien, c'est le terrain, c'est-à-dire l'histoire. Donc, cette musique, c'est comme la Madeleine de Proust. Donc, je pleure parce qu'elle me renvoie donc à, ça dépend de quel type de musique, si c'est un, un requiem de Mozart ou de quelqu'un d'autre, eh bien, ça peut faire penser à un deuil qui n'est pas fait ou une séparation ou quelque chose comme ça. Donc, la musique est une métaphore. Les paysages sont des métaphores, comme le coucher de soleil, par exemple, ou la pluie. C'est des métaphores qui nous renvoient à une réalité intérieure, comme les rêves sont des métaphores. C'est-à-dire, si dans un rêve, je vois un cheval au galop, c'est une métaphore de l'énergie. Donc, euh, si voilà, je vois sur la plage réellement un cheval au galop, je le vois. Donc,
qu'est-ce que cela suscite pour moi? Hein, donc, c'est ce qu'en en décodage biologique, on va appeler ça le déclencheur. Le monde entier, le monde extérieur est un déclencheur, comme on pourrait parler de l'allergène qui déclenche les maladies intérieures. Est-il possible d'avoir un traumatisme à un âge très bas, dont on ne s'en rappelle même pas, mais qui a créé une blessure d'enfance jamais guérie et ayant provoqué une maladie grave? Que faire dans ce cas avec la personne puisqu'elle ne peut pas s'en rappeler? Merci donc, Mochin, pour ta question. Non seulement il est possible d'avoir un traumatisme à un âge très bas, mais en réalité, quasiment tous les traumatismes sont là, hein, entre la conception et puis, on va dire, une dizaine d'années, en gros, c'est ce qu'on va appeler les traumatismes programmants. Évidemment, on ne s'en rappelle pas, puisqu'à à cette période-là, on est en pleine période d'apprentissage, de découverte du monde extérieur, de la règle du jeu pour vivre dans la société. Donc, c'est là où il y a le plus de traumatisme, parce qu'on découvre le monde, on découvre l'école, on découvre le quartier, on découvre ses parents, on découvre eh bien, que si on pleure la nuit, eh bien, quelqu'un vient nous frapper, nous crier dessus, on découvre comment dire, quelqu'un qui abuse sexuellement, on découvre la nourriture dégueulasse qui nous fait vomir, on découvre, etc. Tout un tas de choses nouvelles. Donc, la plupart des traumatismes sont là et on ne s'en rappelle pas. On ne s'en rappelle pas puisque peu de personnes ont de la mémoire avant l'âge de 3 ans, par exemple. Et pourtant, avant l'âge de 3 ans, c'est là où c'est le plus intense. Notre interaction avec l'extérieur, notre fragilité, notre sensibilité. Et c'est pour ça que, il y a des protocoles, il y a des techniques que les thérapeutes connaissent. Hein, ceux qui font de l'hypnose vont parler de régression en âge. La kinésiologie aussi va explorer cela. La PNL va faire des réimprinting avec des lignes de temps. Et en décodage biologique, eh bien, nous utilisons tout ça aussi avec des lignes de temps, avec le protocole des 3 chemins, avec des régressions, etc., pour retrouver le conflit programmant de façon simple, de façon facile, grâce au code biologique. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, quelqu'un, admettons, ait une maladie du larynx qui correspond à la peur bleue, à la frayeur, il fait une laryngite. Alors, ça, c'est le code biologique. Donc, je pense à un monsieur donc, qui fait son cancer du larynx à l'âge de 40 ans. Et effectivement, quelques mois avant, il voit sa fille euh, devant lui en voiture avoir un accident de voiture. Et donc, il a peur bleue, sa fille ne meurt. Et donc, il y a ce code, j'ai peur bleue, j'ai une terreur, j'ai une frayeur. Et c'est cette émotion, avec un protocole très simple, qui l'a fait régresser à 3 ans, où il a ressenti la même chose, la même peur bleue. Donc, c'est euh, c'est un métier hein, d'apprendre ces techniques, mais vous pouvez l'apprendre. Tout le monde ici peut apprendre à guider ce protocole et, en tous les cas, le vivre soi-même en tant que patient. Est-ce, est-ce qu'on peut dire que le stress est une maladie du siècle? Donc le stress, c'est une maladie, c'est l'origine des maladies, et c'est une bénédiction, et c'est la vie, et c'est vital. Le stress, c'est beaucoup de choses. Hein, je dirais que la maladie du siècle, je dirais pas que c'est le stress. Pour moi, je dirais que c'est l'inhibition, c'est la censure, la maladie du siècle. C'est l'interdit d'exprimer nos émotions. C'est les problèmes de communication. On le voit encore plus avec Internet, les téléphones portables. On communique on croit communiquer, mais on est de moins en moins en relation. Euh, Là, malheureusement, enfin, je préférerais être avec vous pour de vrai, mais là, je vois même pas vos visages. Je vois des mots, je vois Christophe, Marie, Solimani. Ah, donc, je sais que je suis en relation avec vous, vous êtes en relation avec moi, mais dans ce siècle, on est dans une communication qui n'est pas une relation. Hein. Donc, et qui fait que ça va être un peu compliqué pour partager ce qu'on vit, nos besoins et ces choses-là. Dans mon opinion, en tous les cas, hein, que je n'impose pas. Alors, les dents, ça dépend quelle partie des dents, mais en gros, les dents, c'est l'agressivité interdite, hein, c'est le tissu le plus dur du corps humain. Donc,
la violence, l'agressivité, la colère. Je veux déchiqueter l'autre, je veux le mordre, hein, comme une grande sœur qui, avec le bébé qui venait de naître, elle était en colère, qui volait sa maman, et puis elle mord le bébé et sa mère la punit, etc. Donc, elle doit être gentille, elle doit montrer l'exemple. Et là, elle a eu des problèmes de dents parce qu'il fallait plus qu'elle exprime son agressivité. Alors, je dis pas qu'il fallait l'autoriser à mordre le petit frère, mais juste à accueillir, eh bien, sa perdition peut-être, hein, sa douleur de perdre sa mère. Peut-on faire une différence entre un stress post-traumatique et un stress dû à un conditionnement dévalorisant à l'âge enfant? Je dirais que c'est la même chose, je ne ferai pas de différence, non. Je veux dire, parce que un traumatisme, c'est, voilà, je vois je sais pas moi, la voiture écrase un petit chien que j'aime, ou bien je reçois un WhatsApp de licenciement, donc c'est un gros trauma. Et le conditionnement traumatique, je dirais, c'est des petits stress répétitifs. Vous voyez, le père ou la mère qui dit euh, et de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien à l'école. Ton frère, lui, il avait que des bonnes notes. Toi, vraiment, je sais pas, mais tous les jours, on répète à un enfant, quand je pense à une famille comme ça, où la dernière des enfants était toujours comparée à l'aîné, en disant, ah, toi, ta sœur faisait mieux. Bon, de toute façon, tu feras jamais comme elle. C'était du poison, vous voyez, des gouttes de poison comme ça tous les jours. Donc, et le résultat est le même, c'est-à-dire la maladie elle-même, puisque c'est l'émotion qui génère la maladie. Alors, David, donc, voilà, vous allez sur biodécodage.com pour le contact. Au Royaume-Uni, il y a eu quelques projets et il y a quelques formations donc en ligne, en anglais. Donc ça, il faut voir avec Marianne Boularan sur le site. Alors, je crois que c'est Biodécoding. Sinon, vous demandez à David, il aura les coordonnées aussi de Marianne en ligne et en anglais. Maladie dégénérative, oui, il y a des codes, mais il faut voir de quelle maladie dégénérative il s'agit, hein, il y en a très nombreuses. Chaque maladie a ses propres codes. Alors, cervical, douleur, tension cervicale, pour être un peu plus spécifique, on a besoin d'un diagnostic médical pour savoir répondre à cette question, douleur, tension cervicale. Est-ce que c'est un problème neurologique? Est-ce que c'est un problème d'hernie discale? Est-ce que c'est osseux? Est-ce que c'est neurologique? Ça sera des codes, des significations différentes. Voilà. Euh, alors, il y a des formations distancielles, vous voyez, avec David sur Zoom. Euh, alors, pour le Canada, vous voyez avec David, hein, je vous répondrai pas directement parce que je n'ai pas la réponse. Pour avoir Alors, les coordonnées de David, merci de nous contacter et on oui, vous mettra en contact directement. Voilà. Ainsi que pour les livres de Christian Flech, vous nous contactez et on vous mettra en contact pour pouvoir avoir toutes les informations. voilà. Voilà. Et puis donc, le dernier qui a un autre éditeur, hein, c'est Le Duc, hein, Oui, pour très bien. l'édition Le Duc, hein, celui-ci. Alors, donc je suis coach. Est-ce que cette formation m'ajoutera un plus pour mon travail? Euh, à toi déjà, Fadi, je pense à travers les protocoles, je dirais que oui. Avec le travail sur les émotions aussi, je dirais que oui. Alors, je peux pas répondre aux troubles comportement alimentaire de type boulimie parce que là, il me faudrait une demi-heure. Euh, il y a une formation spécifique là-dessus. Je peux pas répondre en une phrase sur les codes de la boulimie. J'en suis désolé. Comment exprimer ce que l'on ressent à l'autre sans blesser l'autre? Car souvent, exprimer ce que l'on ressent engendre à nouveau chez l'autre diverses émotions. C'est une excellente question, là, de Frédéric, je crois. Effectivement, là, il faut choisir à qui on dit, à qui on dit ces choses-là. Et donc, il y a beaucoup de choses à répondre à cela. Euh, si tu, comment dire, comment exprimer ce qu'on le ressent à l'autre sans le blesser? Alors, si tu es en train de parler sur l'autre, par exemple, je donne un exemple imaginaire, tu veux dire ce que tu ressens
à ton mari ou à ta femme et le concernant en disant, mais vraiment, je trouve vraiment, t'es pas sympa, tu me respectes pas, etc., etc. Ou vraiment, euh, l'autre va pas le prendre parce que à ce moment-là, tu parles sur l'autre. Donc ça, c'est la première évidence. Quand on parle de ces émotions, on ne dit pas tu, on dit je. Deuxième évidence, on dit je ressens. Je ressens ceci, je ressens cela. Troisième évidence, on dit à l'autre, en préalable, c'est ce que je fais avec ma femme en tous les cas, je dis, je ne te demande pas de changer. Je ne te demande pas de trouver de solution. Je te dis telle chose, non pas pour que tu changes, mais simplement parce que ça me fait du bien de parler de moi. Et si je suis important pour toi, je sais que tu vas m'écouter. OK? Donc, on met des fusibles en quelque sorte, hein. On crée un cadre à cette confidence-là, encore une fois, quand l'autre est impliqué. Donc, je ressens ceci, je ressens cela, et je ne demande pas que tu changes, je ne demande même pas de conseils, juste d'être accueilli tel quel, d'être entendu, c'est tout. Et pour Frédéric, tu peux dire, tu as peur, de blesser l'autre, ton désir de ne pas le blesser, ta culpabilité à l'avance de le blesser, etc. Donc tu parles de ça au fur et à mesure. Donc c'est je ressens ceci, je ressens cela. Euh, Maintenant, euh, quand c'est vraiment compliqué ou difficile, à ce moment-là, on en parle à une personne qui n'est pas impliquée et, et qui n'a, comment dire, qui a cette capacité d'accueil. On a toujours un ami autour de soi, un vrai ami que l'on peut écouter et qui peut nous écouter. Et, euh, et puis vraiment, en dernier extrême, bien sûr, on va voir un psychologue, un psychothérapeute, et dont c'est le métier. Mais c'est mieux de l'installer dans une routine, le fait d'exprimer ses émotions, de dire ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand on l'a fait, bien tout de suite, c'est libéré, hein, quand on parle vraiment de ressenti primaire. Alors, et c'est toute une rééducation, hein. Si la personne a peur de s'exprimer, elle le dit, j'ai peur de m'exprimer. C'est-à-dire, Frédéric et puis Alam, avant même de dire ce que vous ressentez, voilà, j'ai peur, je suis timide, je ne sais pas comment te dire, je suis mal à l'aise avec ça. On peut aussi le dessiner, ce qu'on veut dire, on peut écrire un journal intime, ce qui fait qu'on lâche une partie de l'émotion déjà, hein. Ça peut être de l'hygiène aussi. Comment retrouver l'événement responsable de la douleur ou d'autres choses? Eh bien, par un professionnel, hein. On ne le retrouvera pas tout seul, hein. On a besoin de quelqu'un en décodage, en PNL, etc., etc., et qui aura les outils pour aller là, puisque ça a été un événement tragique qu'on a refoulé, donc on n'ira pas. On n'ira pas tout seul, puisque je n'avais pas de solution, donc je ne suis pas maso, je ne retournerai pas dans ma blessure infantile, donc j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me rassure, qui me donne des ressources, et donc chacun son boulot. Le malade, il fait son boulot de malade, et le thérapeute, son boulot de thérapeute. Problème relationnel, comportemental, problème d'humeur et de capacité intérieure. C'est trop large. C'est dû à quoi? C'est dû à des multiples chocs. Mais là, problème relationnel, quel type de relationnel? La fusion, la dépendance affective, l'autisme, problème comportemental, c'est toute la psychiatrie. Donc là, je fais un stage dans 15 jours qui dure 4 jours sur les troubles du comportement pour répondre à ça pendant 4 jours. Donc, c'est un sujet passionnant, mais il faut du temps pour répondre. C'est dû à quoi? Euh, Comment expliquer le fait que la personne n'arrive pas à parler en public? Il y a euh, a priori le conflit du thalamus, hein, c'est-à-dire j'ai été mal jugé par les autres, euh, qui, ça peut être aussi manque d'auto-estime, carence dans la construction de soi-même, manque de sécurité extérieure, c'est-à-dire mes parents n'étaient pas sécurisants, ce qui fait que j'ai pas pu la construire à l'intérieur de moi. Ça peut être aussi des traumatismes, hein. On m'a ridiculisé en public, hein, pour parler de cette timidité. Mais là, encore une fois, c'est le thérapeute qui trouvera directement l'origine de cette affaire-là. Alors, comment pouvons-nous éviter la pression du travail, des études, des responsabilités familiales? Eh bien, en comprenant comment dire, pourquoi on est sous pression. Encore une fois, soit je suis victime, soit je suis responsable de ma vie.
Euh, Si je dis c'est le travail qui me met la pression, les études et les responsabilités familiales qui mettent la pression, je suis dans la psychologie de la victime. Mon problème est dû à l'extérieur, donc il faut que je change l'extérieur. Et ça, c'est pas de la thérapie. C'est pas la pensée thérapeutique. La pensée thérapeutique, c'est que le travail est innocent, les études ou les responsabilités familiales et extérieures sont innocentes, mais à l'intérieur de moi, peut-être que j'ai le conflit de vouloir toujours bien faire, de ne pas décevoir, de ne pas savoir dire non. Et donc, il faut trouver cela dont je viens de parler et qui fait que je suis en permanence sous pression. Si je ne veux pas décevoir et que je veux être parfait, voilà. Donc, quelle est la croyance intérieure qui fait que je me mets la pression et qu'après j'ai des glaucomes ou de l'hypertension artérielle ou des choses comme ça. Alors, voilà, donc je ne vais pas pouvoir aller au bout, mais en tous les cas, il y a beaucoup de questions. Voilà, je vais interrompre là notre Merci à rencontre toi. et en vous remerciant en tous les cas de vos questions, de votre curiosité, de votre intérêt pour vous-même, pour l'autre aussi, et pour des nouveaux chemins de compréhension et des nouveaux chemins de guérison, et qui s'appuient sur un autre paradigme, une autre façon de penser. Je reconnais parmi nous déjà euh, des élèves qui ont fait confiance à la formation, qui ont été validés, dont certains. Et, et parce que c'est vraiment une aventure intérieure avec un nouveau paradigme, une nouvelle façon de se rencontrer soi-même, de rencontrer sa propre vie, de rencontrer qui on est avec plus de honneur, se faire vraiment honneur à qui on est, à cette incarnation en tous les cas, à cette beauté cachée, au-delà de toutes les images qu'on a construites sur soi. Il y a l'être réel que nous sommes et qui est toujours évidemment une belle personne, comme toutes les gens qui sont là, vous tous, et puis essentiellement ce soir, Ravi, Rizlen, et puis euh, les, je ne saurais pas nommer tous les autres qui ont Sarah, je crois, et je remercie ceux qui ont organisé notre rencontre ce soir, notre conférence, euh, ici même. Merci à toi, Rabi. Merci à toi, Christian. Merci beaucoup. Nous donnons rendez-vous donc très bientôt pour la formation. Vous allez recevoir toutes les personnes qui ont assisté. Merci à toutes les personnes qui ont assisté. Nous allons envoyer l'enregistrement de cette formation et nous vous donnons rendez-vous donc pour la suite de la formation au mois d'octobre, au mois de décembre, le premier week-end de décembre. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous allons partager avec vous, rester connectés. On va vous informer sur la suite. Merci à vous. Merci à toi, Christian. Merci pour ce que tu es et à très bientôt. À tout bientôt. Au revoir. À très bientôt à vous tous. Merci. Très bonne soirée à vous tous.